Mande Banane, c'est une chaîne YouTube tenue par Jérémy Gorski, un collègue diététicien que tu connais probablement déjà de par son compte Instagram du même nom, Mande Banane. Via ses contenus, il te partage des conseils diététiques tout en sensibilisant quand même à un aspect comportemental depuis quelques années. Alors j'avais envie de dire le terme plus intuitif, mais au vu de cette vidéo React, je pense qu'il risque de pas trop apprécier de faire ce petit lien. Puisque dans la vidéo dans laquelle on m'a demandé de réagir aujourd'hui, il donne finalement son avis concernant l'alimentation intuitive et ses possibles dangers. Donc bienvenue à toi pour cette toute nouvelle vidéo. Si tu ne me connais pas encore, moi je m'appelle Cindy Gagnol, je suis diététicienne comportementaliste aussi, spécialisée dans le domaine des comportements alimentaires et notamment des troubles du comportement alimentaire. Alors avant de commencer cette vidéo, je t'invite à mettre pause sur ton écran d'ordinateur ou de téléphone pour prendre connaissance des différents disclaimers que j'ai pu mettre en place par rapport à ce genre de vidéo React, parce que au cas où tu ne le saurais pas, ma chaîne est essentiellement destinée du coup aux personnes qui ont des problèmes de comportement alimentaire du type compulsion, envie répétée, prise de poids inexpliquée. Et mon objectif avec cette chaîne, c'est de pouvoir t'apprendre à te reconnecter à ton corps, aux signaux qu'il t'envoie tels que la faim, les envies, le rassasiement, et de réajuster les signaux qui ont été perturbé principalement par les régimes. Ce qui fait que tu as l'impression aujourd'hui de ne plus trop pouvoir faire confiance à ton corps. L'objectif de ces vidéos, c'est de pouvoir te proposer un autre angle de vue et ce que je vais aborder du coup va pouvoir te parler ou au contraire pas du tout. Mais si tu es curieuse d'entendre l'avis d'une autre professionnelle de santé qui prend aussi en compte l'aspect comportemental de l'alimentation, alors cette vidéo est pour toi. Comme d'habitude, je prends ma petite boisson, ça devient un petit rituel à chaque fois que je fais une vidéo React, et on est parti. Hello tout le monde et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on parle alimentation intuitive, on en entend encore beaucoup parler, elle est souvent plébiscitée après des années de régime, on va pas se mentir, c'est devenu un business, un peu comme la diet culture finalement. Mais des retours que j'en ai et que je vois au cabinet, eh bien c'est pas toujours ça et elle s'accompagne souvent d'une prise de poids. Mais spoiler, c'est pas la faute de l'alimentation intuitive, ni la vôtre, je vous vois venir. Alors du coup, ce fut rapide, je rebondis direct, je prends la balle au vol. C'est vrai qu'en apprenant à manger plus intuitivement, le poids peut monter, mais il peut aussi descendre ou ne pas bouger du tout. Et en effet, c'est pas l'alimentation intuitive qui va être responsable d'une prise de poids, mais un ou plusieurs de ces facteurs. Les maladies ou les traitements médicaux qui vont pouvoir du coup déréguler en fait tes hormones au sein de ton organisme et donc pouvoir fausser un petit peu les signaux corporels que ton corps va pouvoir t'envoyer. Une alimentation émotionnelle dysfonctionnelle, c'est notamment quand on va réconforter ses émotions, apaiser ses émotions en mangeant et systématiquement en mangeant. Généralement dans ce genre de situation, les envies de manger vont être un peu plus générales, on appelle ça des compensations émotionnelles. On n'arrive pas vraiment à se rassasier, on prend pas de plaisir à manger et les envies de manger vont être souvent très fréquentes et intenses. Et du coup c'est ce qui fait qu'on appelle ça une alimentation émotionnelle dysfonctionnelle, parce que c'est quand même normal d'avoir une alimentation émotionnelle pour une personne lambda. Il va y avoir le fait d'avoir un rapport malsain à la nourriture, c'est-à-dire en se mettant des restrictions alimentaires, en mettant certains aliments sur un piédestal plutôt que d'autres. Ça va venir déréguler en fait tes signaux interne et provoquer plein d'autres dysfonctionnements, notamment une obsession alimentaire qui va augmenter en parallèle tes envies de manger, la peur de manquer, un problème au niveau des émotions. Donc si déjà de base tu as une alimentation émotionnelle dysfonctionnelle, ce truc-là va pas t'aider. On va avoir aussi la dérégulation du comportement alimentaire, généralement causée par un mauvais rapport à la nourriture et qui va du coup brouiller un petit peu tes signaux de faim, tes envies, ton rassasiement. Et ensuite, on va avoir le cas où le poids d'équilibre va être plus haut que ce que tu as aujourd'hui. Généralement, ça arrive après avoir eu des restrictions alimentaires assez importantes qui ont fait descendre au-dessous du poids d'équilibre, ou ça va arriver éventuellement si par exemple tu avais un traitement médical, une pathologie, peu importe, un problème émotionnel peut-être aussi qui a pu couper ton appétit, te faire descendre en dessous de ton poids d'équilibre, et forcément quand ça redevient à la normale, hop, ton corps te ramène à ce fameux poids d'équilibre. Il est important d'avoir en tête que l'alimentation intuitive, ça n'a pas pour objectif de te faire
perdre du poids puisqu'il s'agit d'une thérapie visant à te reconnecter à ton corps et à tes sensations. Elle va venir justement te permettre de retrouver une alimentation émotionnelle normale, un rapport sain à la nourriture et un comportement alimentaire régulé. Donc tu l'auras compris, de virer un maximum d'éléments et de facteurs responsables d'une éventuelle prise de poids, en plus d'un mal-être général par rapport à l'alimentation. Aujourd'hui, on va surtout s'attarder sur les points qui font que l'alimentation intuitive n'est pas toujours la bonne solution. J'attends de voir ce qui va être dit, mais ça dépend finalement de ce qu'on entend par bonne solution. Solution pour quoi finalement? Pour perdre du poids, pour améliorer la santé, pour guérir des TCA? Pour ma part, moi, j'aurais plutôt tendance à dire que c'est toujours une meilleure solution que de contrôler son alimentation. Et donc d'avoir un rapport malsain à la nourriture qui est un facteur aggravant pour le poids, pour la santé et pour les TCA aussi. Mais, en mettant une nuance, c'est que tout va dépendre de l'accompagnement que tu as et qui doit normalement être personnalisé vis-à-vis de ta problématique. Si on fait court, c'est une approche créée par Evelyn Ribol et Élise Reich qui encourage à réapprendre à écouter ses sensations de faim et de satiété pour guider ses choix alimentaires sans suivre de régime rigide et en se détachant de l'idée de perdre du poids. Alors effectivement, la perte de poids peut être un effet secondaire, un peu la cerise sur le gâteau, mais c'est pas le but d'en prendre non plus. Et contrairement à la diet culture qui impose des restrictions, l'alimentation intuitive mise sur la réconciliation avec la nourriture. On y retrouve 10 principes que je vais simplifier ici. En 1, rejeter la mentalité des régimes. En 2, honorer sa faim, donc c'est apprendre à reconnaître les premiers signes de faim pour manger au bon moment. En 3, c'est faire la paix avec la nourriture en apprenant à normaliser les aliments par exemple. 4, dire merde à la petite voix tyrannique et arrêter de se juger pour ses choix alimentaires. En 5, c'est être attentif aux signaux de son corps pour arrêter de manger quand on est rassasié. En 6, c'est découvrir le plaisir de manger. 7, accepter son corps tel qu'il est sans chercher à le conformer à des standards. En 8, on va bouger mais pour le plaisir. En 9, c'est prendre soin de ses émotions avec bienveillance, identifier les émotions qui poussent à manger et trouver d'autres moyens de les gérer. Et enfin, en 10, respecter sa santé avec des choix bienveillants, manger de façon à se sentir bien physiquement mais sans pression de perfection. Alors je trouve que c'est très bien résumé, mais c'est vrai que du coup avec ces fameux principes, l'alimentation intuitive, c'est plutôt vu comme une nouvelle méthode à la mode, tu vois, pour manger. Et pour ma part, je trouve que c'est simplement finalement une vision différente de l'alimentation. Ce qui explique du coup que je parle de plus en plus dans mes contenus d'apprendre à retrouver une alimentation intuitive ou plus intuitive plutôt que de pratiquer l'alimentation intuitive. Il y a une petite nuance finalement qui est pour moi assez importante parce que je veux pas qu'on catégorise un processus via une méthode, mais plus de se dire qu'on retourne à quelque chose de plus intuitif, de plus naturel et que c'est finalement une autre vision de l'alimentation qui a été amenée via ce courant, via cette méthode si tu veux. Personnellement, au cas où tu ne le saurais pas, moi je suis pas coach en alimentation intuitive, mais j'ai été formée par l'association du groupe de réflexion sur l'obésité et le surpoids, donc l'association du GROS, auprès de Jean-Philippe Zermati notamment, qui va grandement s'en inspirer. Mais en vrai, c'est relativement la même chose. La question qu'on me pose souvent, c'est est-ce que c'est bon pour tout le monde? Eh bien, c'est pas sûr, et on va voir pourquoi. On va la conseiller dans plusieurs cas pour ceux qui ont essayé de multiples régimes sans succès durable, ceux qui veulent se détacher d'une relation toxique avec la nourriture, aux personnes cherchant à se reconnecter avec leur corps, et elle peut être pas mal en prévention pour une personne qui a une alimentation troublée mais fortement déconseillée pour des troubles alimentaires bien installés. Bref, c'est pour ceux qui en ont marre du cycle restriction-craquage et qui veulent adopter une alimentation plus en phase avec son corps sans stress lié à la nourriture. Alors là, c'est le moment de poser la tasse. Je suis pas tout à fait d'accord, mais encore une fois, je vais mettre de la nuance. Elle est d'autant plus conseillée pour les personnes qui ont des TCA, donc un comportement alimentaire troublé, parce que c'est justement un des facteurs qui est passé en revue pour pouvoir réellement manger intuitivement. Pour mieux t'expliquer, le comportement alimentaire, c'est un cadre naturel que ton corps a mis en place justement pour pouvoir savoir quoi manger, quand manger et en quelle quantité manger, grâce à la faim, les envies et le rassasiement. Le problème, c'est que quand on fait attention à son alimentation, on met en place un autre cadre externe, cette fois-ci, basé sur des règles de diététique, des règles de bonne conduite alimentaire. Et le problème, c'est qu'en délaissant ce fameux cadre naturel, pour ne se fier finalement qu'au cadre externe, donc les règles de diététique, on finit du coup par
couper la communication avec ce fameux cadre naturel. Ce qui fait que le jour où une personne décide d'elle-même, toute seule éventuellement, d'enlever ce fameux cadre externe de restriction, elle se retrouve bien souvent du coup sans plus aucun cadre, ni externe ni interne. Et c'est là que c'est un joyeux bordel et que généralement on prend peur et qu'on se dit que l'alimentation intuitive, c'est pas pour nous. Et c'est pour ça que le plus important, c'est d'abord de remettre en place le cadre naturel de ton corps en mangeant plus intuitivement. Mais bien souvent, c'est quand même mieux d'être encadré par un professionnel pour savoir quelle direction prendre, pour pas faire n'importe quoi. Et ensuite, progressivement, on va partir de ce fameux cadre externe. En tout cas, c'est de cette façon que moi j'ai choisi de travailler avec mes patients. Mais c'est vrai que quand on se débrouille seul, en se renseignant finalement avec seulement des contenus gratuits sur les réseaux, on va avoir tendance à se dire qu'il faut tout lâcher, lâcher toutes les restrictions et on y va en mode YOLO. Je l'ai fait quand j'ai commencé, je te déconseille fortement en effet. Mais le problème, c'est qu'à notre époque, il y a de nombreuses limites. Ce n'est pas une énième méthode miracle et certaines personnes ont du mal à écouter leurs signaux internes après des années de régime. Et j'insiste bien, c'est fortement déconseillé pour les personnes ayant des troubles alimentaires sévères, sauf si c'est bien encadré avec une équipe pluridisciplinaire, diététicien, psy, etc. On est d'accord. Et encore, manger intuitivement n'est souvent pas la priorité, surtout en cas d'anorexie mentale par exemple. Pas la priorité, oui et non. Je t'explique. C'est-à-dire que peu importe finalement la personne, que ce soit avec ou sans TCA sévère, il y a souvent plusieurs facteurs à améliorer, qu'on a vu tout à l'heure. Et en cours de processus, on peut finalement se rendre compte qu'on fait face à des problématiques qui vont bloquer l'avancée dans le processus, donc vers une alimentation plus intuitive. Et souvent, c'est ce blocage qui va permettre de voir la problématique et de vraiment pouvoir s'y confronter, tu vois, mettre le nez dans le caca pour se dire « Ah bah là maintenant j'ai pas le choix que de travailler là-dessus ». Et lorsque ça arrive, ça va être impératif justement de pouvoir chercher un professionnel de santé qui va être capable de pouvoir nous aider dans ce domaine-là. Généralement, les psys vont être d'assez bons piliers et dans le cadre de ce processus, les problématiques qui vont revenir le plus souvent, ça va être les traumas, l'insatisfaction corporelle et une mauvaise gestion des émotions. Si ça peut d'avance te donner un petit peu une idée de ce que tu vas pouvoir avoir toi comme éventuel blocage. Bref, dans cette situation, soit tu peux plus du tout avancer dans le processus, soit pour raison financière, soit parce que finalement le blocage impacte trop de notions dans le processus, soit parce que tu peux pas gérer finalement les deux travails en parallèle parce que ça te demande trop d'énergie mentale, et tu te consacres pleinement finalement à lever le blocage et après tu reviens là où tu avais été bloqué dans le processus vers l'alimentation intuitive. Et puis il y a tout un tas de facteurs à prendre en compte qui échappent à beaucoup de coachs en alimentation intuitive malheureusement. Déjà, l'abondance des produits ultra transformés. Pas besoin de chercher dans les grandes surfaces, il y a pléthore de choix, la plupart des promos sont faites sur ces produits, ce qui encourage les gens à en consommer de plus en plus et beaucoup trop en quantité. Et les pubs et autres fast-food à chaque coin de rue n'aident pas non plus. Le problème c'est qu'on peut pas se rassasier avec ce genre de produits. Effectivement, les aliments ultra transformés sont conçus pour être hyper palatables avec des textures et des saveurs qui dépassent les mécanismes naturels de la satiété. Ils vont perturber les signaux de faim et de satiété, notamment en jouant sur la libération de dopamine, ce qui peut créer une forme de dépendance. Je dis bien une forme parce qu'on n'est pas accro à la nourriture. Même en suivant l'alimentation intuitive, il peut être compliqué de réguler sa consommation d'aliments très transformés car ces aliments faussent cette perception. Alors là, pour le coup, je suis pas du tout d'accord, mais pas du tout avec ce qui est dit. Mais c'est quelque chose que j'entends énormément. S'il te plaît, mets en commentaire si tu as réussi à te rassasier avec des aliments ultra transformés pour montrer que c'est possible et que j'invente pas ce truc de nulle part. Il faut savoir que le rassasiement, c'est le fait de ne plus avoir envie de manger. Le problème, c'est que lorsqu'on a une alimentation émotionnelle dysfonctionnelle ou un rapport malsain à la nourriture, les envies, elles vont être plus fréquentes, plus intenses et vont durer plus longtemps. Donc le problème, ce ne sont pas les aliments ultra transformés, mais les facteurs en amont qui nous poussent finalement à avoir plus d'appétence pour ce type d'aliments plutôt caloriques, gras et sucrés. Les personnes qui vont avoir ces facteurs en place et qui font tout maison, tous leurs aliments maison, tous leurs gâteaux maison vont aussi avoir cette problématique. Mais ils vont du coup se tourner vers leur fondant au chocolat, leur propre tartiflette fait maison. Mais c'est vrai que c'est une des peurs les plus présentes que les patientes vont avoir quand elles vont venir me voir pour la première fois. Heureusement, je dis pas des bêtises, elles finissent toutes par se rendre compte que elles peuvent être capables de se rassasier avec n'importe quel type d'aliment.
même les ultra transformés. Elles sont capables de préférer un bol de soupe plutôt que le McDo que le mari a ramené ou qu'il est en train de se ramener pour lui. Elles vont être capables finalement de laisser des paquets de gâteaux dans le paquet et de le faire parce qu'elles en ont plus envie, pas parce qu'elles trouvent que c'est plus raisonnable de faire comme ça. Donc je le répéterai jamais assez, ce ne sont jamais les aliments qui sont responsables de ce genre de comportement. Un autre problème en lien, c'est que la consommation de ces produits, une alimentation déséquilibrée ou encore le stress peuvent perturber le microbiote. Pour rappel, le microbiote intestinal, c'est des milliards de bactéries vivant dans votre intestin et qui jouent un rôle essentiel dans la digestion, l'immunité, dans la régulation de l'humeur, mais aussi sur les hormones de faim et de satiété. Et là, ça va commencer à se corser. Surtout que les régimes à répétition ont pu déséquilibrer cette flore, puisque les régimes yo-yo, où l'on passe d'une restriction sévère à une alimentation excessive, peut causer des dommages et des inflammations dans l'intestin, fragilisant encore plus la flore intestinale, ce qui rend l'alimentation intuitive encore plus difficile. Aussi, certaines études montrent que les personnes en surpoids ou en obésité ont un microbiote moins diversifié que celle d'un poids normal, avec un excès de bactéries favorisant la prise de graisse. Et comme je vous le disais, un microbiote déséquilibré peut également altérer la perception de la satiété, ce qui complique encore une fois l'application de cette alimentation. Vous mangez, mais votre intestin n'envoie plus les bons signaux de satiété à votre cerveau. Ça, c'est plutôt représentatif d'une dérégulation du comportement alimentaire. Et se reconnecter à ton corps de manière globale, ça va être justement important pour pouvoir écouter l'entièreté des signaux qu'il envoie pour nous permettre, une fois que tous les facteurs finalement sont au vert, de pouvoir prendre des décisions cohérentes pour sa santé si nécessaire, tout en étant capable de faire preuve de suffisamment de flexibilité pour pas repartir dans certains travers. D'autre part, ce processus-là de partir vers une alimentation plus intuitive vise aussi à promouvoir la diversité alimentaire, la curiosité vers d'autres aliments qu'on n'a pas forcément l'habitude de consommer pour pouvoir tendre naturellement vers un équilibre alimentaire. Ce qui va alors réguler et diversifier le microbiote. En fait, tout le processus va avoir pour effet de réguler les envies pour être capable de répondre au mieux aux envies de manger qui vont nous guider. On est ainsi du coup en capacité d'avoir envie de manger par exemple des épinards par plaisir plutôt qu'un Kinder, mais aussi parfois d'avoir envie d'un Kinder mais de ne pas faire de compulsion en le mangeant. Et de ne pas culpabiliser, du coup. Enfin, comme le microbiote influence la production de neurotransmetteurs comme la sérotonine, un microbiote perturbé peut accentuer l'anxiété ou la dépression, entraînant une alimentation émotionnelle où l'on mange non par faim, mais pour apaiser ses émotions. Et puis, il y a la glycémie aussi. Et là, je me rappelle d'une prof avec qui j'ai bien failli me prendre le bec, comme avec certains gourous de l'alimentation intuitive d'ailleurs. Je me rappelle encore une camarade qui demande comment on peut arrêter de manger du sucre quand c'est le principal problème. Et là, stupeur et tremblement, elle nous sort, il faut qu'elle continue à manger du sucre, son corps va finir par lui dire stop. Surtout pas écouter ce conseil. Effectivement, le sucre appelle le sucre à cause de la dopamine et des perturbations de la glycémie. Sachant que beaucoup de personnes en surpoids ou en obésité peuvent avoir une résistance à l'insuline également ou un prédiabète. Et là, sans conseil purement hygiéno-diététique, c'est le diabète de type 2 assuré dans quelques années. Bon, je comprends la prof et je comprends Jérémy aussi. En fait, dans les faits, c'est important de pouvoir cibler la problématique qui va être responsable de ces fameuses envies de manger du sucre, c'est-à-dire la maladie, le traitement médicaux, les émotions, les restrictions ou le comportement qui a été dérégulé. Se restreindre, ça ne va qu'accentuer à terme l'obsession du sucre, d'où la réponse de la prof. Mais seulement dire « mange » et ça passera sans rien faire d'autre en fait à côté pour essayer d'améliorer la situation, oui, désolé, mais c'est pas bon non plus. Et Jérémy l'a bien relevé. Donc comme je disais, on va travailler sur la vraie problématique pour que cette envie de sucre s'atténue au fur et à mesure et redevienne normale. C'est d'ailleurs comme ça que j'ai plusieurs de mes patients diabétiques ayant des compulsions de sucre qui vont finir par réussir à stabiliser leur maladie au lieu de l'aggraver au grand désarroi de leur nutritionniste qui prenait la restriction. Santé et alimentation intuitive peuvent tout à fait s'associer si c'est bien fait. Revenons sur cette dépendance au sucre, qui n'existe pas d'ailleurs, enfin on n'est pas encore arrêté sur le sujet. En consommant régulièrement des aliments riches en sucre, on entre dans un cercle vicieux où le corps réclame de plus en plus de sucre pour maintenir des niveaux d'énergie stables. Cela crée une forme de dépendance car la dopamine est libérée à chaque fois que vous consommez ces aliments, renforçant l'envie de continuer. Cette surconsommation d'aliments ultra transformés et de sucre peut entraîner une résistance à l'insuline, un facteur clé dans le développement du diabète de type 2, et ça accentue les problèmes de poids et complique encore plus l'application de l'alimentation intuitive. En effet, il n'y a pas d'addiction au sucre, ni à la nourriture de manière générale comme Jérémy le dit, et je vais répéter
encore une fois de plus que ce ne sont pas les aliments qui créent ce cercle vicieux, mais l'accumulation finalement de facteurs de dérèglement. Par exemple, la personne qui va manger pour apaiser ses émotions, elle va manger sans jamais réussir, ou sans vraiment réussir plutôt, à se rassasier parce que le besoin, ce ne sera pas manger. Le besoin va être ailleurs. Ça va peut-être être besoin de se reposer, besoin de vie sociale, que sais-je. Ça, c'est propre à chaque personne en fonction de l'instant T. Autre exemple, si une personne avec un comportement alimentaire régulé mange un Kinder parce qu'elle en a envie et que ça rentre en plus dans un cadre d'une alimentation émotionnelle normale, qu'elle prend du plaisir, elle va réussir à se rassasier. Mais si cette même personne finalement a un rapport malsain à la nourriture et qu'elle culpabilise de manger ce Kinder, finalement le plaisir il va être atténué par la culpabilité, l'envie de manger va augmenter à cause des nouvelles émotions qui ont besoin d'être apaisées de nouveau. Genre la culpabilité, la tristesse, la honte, la peur de manquer, etc., etc. Toutes ces émotions qui viennent se rajouter à ce moment-là parce qu'on a un rapport malsain à la nourriture et qu'on s'imagine que c'est pas bien de manger cet aliment, ou de le manger à ce moment-là, ou de le manger dans ces quantités-là. Du coup, le rassasiement, il va difficilement arriver, c'est ce qu'on appelle le trouble du réconfort. On essaye tant bien que mal de se réconforter et on n'y arrive pas. Une personne avec aucun problème lié aux facteurs que j'ai évoqués au début de cette vidéo n'aura jamais aucun problème pour se rassasier avec des aliments sucrés. Enfin, pour revenir sur les régimes et les nombreuses années de yo-yo, mais aussi les problèmes de poids, cela complique encore les choses. Chez les personnes en surpoids ou obèses, la leptine, qui est l'hormone de la satiété, est souvent moins efficace. C'est ce qu'on appelle la résistance à la leptine, un phénomène où le corps ne réagit plus correctement à l'hormone signalant qu'il est rassasié. Cela mène à une surconsommation d'aliments car le corps ne reçoit plus les bons messages de satiété, ce qui perturbe encore une fois l'application de cette alimentation intuitive. Les régimes restrictifs aggravent souvent cette résistance à la leptine, créant un cycle difficile à briser. Vous mangez moins pendant un régime, mais après la sensation de faim devient démesurée et incontrôlable, notamment face aux aliments transformés, car le cerveau cherche à compenser, mais c'est aussi possiblement parce que vous êtes descendu en dessous de votre poids d'équilibre, et malheureusement votre corps va chercher à y revenir pour son équilibre à lui. Tout à fait d'accord avec lui, c'est d'ailleurs ce que j'évoquais au début de la vidéo. Parlons de notre société. Je vous le disais en début de vidéo, la bouffe et surtout la malbouffe est partout. Il est extrêmement difficile de pratiquer l'alimentation intuitive, les signaux naturels du corps sont constamment parasités par ces stimulations externes. Encore une fois, ce ne sont pas les aliments le problème, mais les autres facteurs qu'on a évoqués au début. Sans compter le manque d'éducation alimentaire souvent présent en France, malheureusement. Elle est bien souvent insuffisante, voire inexistante et parfois totalement erronée avec toute la désinformation qui traîne dans les magazines, les médias, les réseaux et parfois même à l'école, etc. Autre problème, les personnes élevées à l'alimentation ultra transformée avec des faux aliments n'ont pas permis à leur corps de reconnaître les vrais aliments avec les bons nutriments. Ce qui fait qu'ils sont obligés d'en consommer bien plus pour être rassasiés nutritionnellement parlant, puisque ces aliments sont souvent pauvres en micronutriments mais bien trop riches en calories, d'où la prise de poids possible. Sans une connaissance de base sur la nutrition, il est difficile de comprendre pourquoi les signaux de faim et de satiété sont faussés. On risque de se fier à ces sensations sans savoir qu'elles sont perturbées par une alimentation déséquilibrée. Je suis d'accord. Dans les faits, quand tu manges un aliment, le cerveau, il fait un peu le point sur le type de nutriments que tu viens d'ingérer, que cet aliment apporte. Et il va enregistrer ces informations dans sa base de données. Et le jour où ton corps va avoir besoin d'apporter un nutriment, il va t'orienter en te donnant envie, par exemple, de manger une orange si jamais ton organisme a besoin de vitamine C. Il va checker dans sa base de données, qu'est-ce qui peut apporter de la vitamine C par rapport à ce que tu as déjà mangé du coup. Il va faire une petite sélection et par exemple, il va t'envoyer vers les oranges. Et ce qui va faire que tu vas subitement avoir envie de manger une orange ou de boire un jus d'orange éventuellement. Le problème, c'est qu'une personne qui n'a par exemple jamais mangé de fruits ou des légumes et dont le corps va avoir besoin de vitamine C, va se retrouver à être orientée un peu au pif finalement vers un aliment sans réussir à se rassasier parce que l'aliment ne répond pas aux besoins réels de son corps. D'où l'importance, encore une fois, de rester curieux en testant de nouveaux aliments pour diversifier progressivement son alimentation. Mais ça, c'est quelque chose que l'on pratique même quand on tend vers une alimentation
plus intuitive. C'est souvent pourquoi on me dit je me suis écouté et j'ai pris 10 kilos, normal malheureusement. Entre les envies émotionnelles, les perturbations du microbiote et les variations de glycémie, les signaux internes deviennent peu fiables. Cela rend l'alimentation intuitive difficile à appliquer de manière efficace. Bref, l'alimentation intuitive peut être une bonne approche, même si ça a l'air d'une diatribe cette vidéo, mais je trouve que l'on ne parle pas assez de tous les freins. Vous l'aurez compris, en 2024, elle rencontre de nombreuses limites, c'est pourquoi je ne peux que vous conseiller de faire appel à un pro de santé, un diététicien formé sur le comportement alimentaire vous conduira loin des régimes, appliquera sans doute pas mal des principes de l'alimentation intuitive, mais avec beaucoup plus de nuances et en prenant compte de tout l'aspect clinique. Alors j'ai un peu l'impression qu'il y a un petit amalgame qui est fait en pensant que, et je pense que c'est ça parce que c'est souvent le cas, alimentation intuitive égale lâcher le cadre externe et basta. Il décrit très bien finalement ce qui se passe quand ce cadre est lâché alors que le comportement alimentaire est déréglé, mais je tiens à préciser que normalement, une personne qui est formée correctement à l'alimentation intuitive ou par le GROS, par l'association du GROS, va, quoi qu'il arrive, aussi chercher à réguler le comportement alimentaire en parallèle. Après, c'est vrai que d'un point de vue prise en charge, vigilance santé, j'ai aussi tendance à plutôt conseiller de se tourner vers un pro de santé qui va être qualifié dans ce domaine et qui prendra aussi en compte l'aspect santé pour t'orienter sur la meilleure alternative te concernant. Ok, bon, moi qui croyais que j'allais enfin faire une vidéo React courte, j'ai finalement eu quand même pas mal de matière à rebondir plusieurs fois. Donc pour faire un bilan de cette fameuse vidéo, je dirais que même si je suis pas tout le temps d'accord finalement avec la plupart des liens qui ont été faits finalement concernant les aliments qui seraient responsables de comportements déviants, sa manière de penser est quand même relativement proche de la mienne, expliquée d'une autre manière, ce qui est d'autant plus intéressant. Néanmoins, je pense que c'est important de pas confondre alimentation intuitive et anarchie totale parce que l'aspect comportemental est bien pris en compte normalement. Ce qui est certain, c'est que enlever toutes les restrictions seul, donc ce fameux cadre externe, ça suffit clairement pas et ça serait même en effet dangereux. D'où l'importance de remettre ce fameux filet de sécurité, donc le cadre naturel de ton corps, le cadre interne, pour réguler ton comportement alimentaire. Donc si jamais tu sens que tu as besoin d'être encadré, vérifie bien que le professionnel à qui tu t'adresses te fasse sortir des restrictions, qu'il t'apprenne aussi à te reconnecter à ton corps et à tes sensations pour remettre en place ce fameux cadre naturel de ton corps. Sinon, bien entendu, comme j'arrête pas de le répéter quand je fais ce genre de vidéo, libre à toi de faire comme tu le sens. Ici, l'objectif, ce n'est que de donner mon point de vue et pas de t'obliger et de te convaincre de quoi que ce soit. J'espère que cette vidéo t'aura plu. Si ça t'intéresse de participer à la prochaine session d'accompagnement en janvier de mon programme en ligne Sérénité, dans lequel on va justement aborder tous ces aspects et bien prendre en compte le cadre naturel de ton corps pour pouvoir lâcher progressivement le cadre externe et que tu as envie d'en savoir un peu plus, tu peux t'inscrire sur la liste d'attente dans la description. Il va y avoir le lien, je te mets tout ça pour que tu puisses checker. Et si tu aimerais que je réagisse à d'autres types de vidéos sur YouTube, mets-moi le lien en commentaire et puis je m'en occupe dès que possible. Et moi je te dis à bientôt dans une nouvelle vidéo. Salut!